Et je poursuis sur la clause nonobstant, mais cette fois avec Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste et professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de cette motion du Bloc québécois qui veut protéger le recours à nonobstant par les provinces? Je pense que c'est un risque déraisonnable. C'est un risque que je qualifierais d'inconsidéré parce que, en fin de compte, les votes au Parlement peuvent avoir une influence sur les tribunaux. Évidemment, on est habitué de dire que les tribunaux rendent leurs décisions de façon indépendante et impartiale, j'en conviens, et que les tribunaux interprètent le droit tel qu'il est, c'est ce qu'on dit. Mais il n'en reste pas moins qu'un vote au Parlement risque d'avoir une influence sur le pouvoir judiciaire éventuellement et nuire finalement aux intérêts du Québec. Le premier ministre Trudeau, on le sait, veut encadrer l'utilisation de nonobstant de façon préventive pour suspendre les libertés fondamentales. Est-ce que le premier ministre Trudeau a raison de vouloir amener ça devant la Cour suprême? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il a tort. Je vais vous dire pourquoi, tout simplement. D'abord parce que la disposition dérogatoire en tant que telle est une mesure constitutionnelle qui est très claire et qui ne fait pas de nuance, qui ne fait pas de distinction entre ce qui pourrait être préventif et ce qui pourrait être, entre guillemets, curatif, ou disons, ce qui pourrait suivre un jugement d'une cour. La disposition dérogatoire ne fait pas de telles nuances, ne fait pas de telles distinctions, d'une part. Et d'autre part, dans l'arrêt Ford, en 1979, la Cour suprême du Canada a reconnu que la disposition dérogatoire n'obéissait qu'à des conditions de forme et qu'elle ne répondait pas à des conditions de fond. En d'autres mots, la Cour suprême a dit que le législateur n'avait pas à justifier l'utilisation de la disposition dérogatoire. Alors, donc, à mon avis, la jurisprudence est claire, la disposition elle-même est claire, et je comprends M. Trudeau de vouloir, pour des fins politiques, faire tester et peut-être même, souhaite-t-il, faire restreindre l'application de la disposition dérogatoire, mais je ne l'appuie pas dans cette démarche pour autant. Est-ce que vous y voyez une attaque frontale contre le Québec, comme le soutient le Bloc québécois? Ben, quelque part, il y a une accumulation de facteurs qui commencent à ressembler à une attaque, effectivement, contre le Québec. Parce que, essentiellement, là, le Québec utilise la disposition dérogatoire pour faire valoir sa spécificité à l'intérieur du Canada. Nous sommes dans un régime constitutionnel, dans un régime politique qui est beaucoup plus centralisé que les gens le pensent et que les gens le disent. Et le Québec dispose de quelques outils, quelques instruments pour faire valoir son unicité à l'intérieur du Canada, pour faire valoir ses choix collectifs différents de ceux de ses partenaires fédératifs. L'un de ces moyens-là, c'est la disposition dérogatoire. Alors, je ne peux pas nier que une attaque contre la disposition dérogatoire est en même temps une attaque contre le Québec et contre l'expression de sa spécificité, de son particularisme à l'intérieur du Canada. Ouais. Mais quand même, quand on voit des provinces, et là je ne parle pas uniquement du Québec, mais comme l'Ontario, par exemple, qui menacent d'utiliser la clause nonobstant de façon préventive pour régler des conflits de travail, est-ce qu'il n'y a pas un effet, un risque de dérapage dans l'utilisation de la clause nonobstant? Oui. Il y en a un, et je pense que c'est une disposition qui doit être utilisée avec modération, qui doit être utilisée avec jugement, avec discernement, devrais-je dire. Le cas de l'Ontario est un cas extrêmement gênant. Mais en même temps, je vous ferai remarquer que l'Ontario a reculé 2 jours après. C'est-à-dire qu'en Ontario, il y a un poids politique à payer pour l'utilisation de la disposition dérogatoire. Et ce n'est pas demain la veille qu'on verra de nouveau le gouvernement ontarien s'engager dans cette voie.
Alors, en d'autres mots, il y en a qui craignent qu'il y ait un usage déraisonnable, éventuellement de la disposition dérogatoire, mais ces craintes-là sont en partie non fondées ou, à tout le moins, elles sont en partie exagérées. Donc, vous dites c'est gênant, mais pas assez pour justifier un renvoi devant la Cour suprême. C'est un peu ce que vous nous dites, finalement. Non, parce que, je reviens là-dessus, la disposition est claire et la jurisprudence est claire aussi. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de demander à la Cour suprême de venir revoir sa jurisprudence antérieure dans un cas où, dans le fond, un jugement de la Cour suprême du Canada qui ne ferait appliquer la disposition dérogatoire qu'à des fins curatives, que de façon curative, par opposition à préventive, serait une décision qui trahirait le sens et qui trahirait le libellé de la disposition dérogatoire elle-même. Mm-hmm. En terminant, il nous reste moins d'une minute. Professeur Pelletier, bon, on le sait, ça a été un compromis accepté par Pierre Trudeau, cette clause nonobstant à l'époque pour les provinces qui adhèrent à la Constitution canadienne. On sait que ça n'a pas été le cas pour le Québec. Rappelez-nous à quel point la clause nonobstant, c'est important pour les provinces. Ben, en fait, c'était important à l'époque encore plus qu'aujourd'hui, parce que à l'époque, si je me remets en 1981, parce que c'est vraiment en novembre 1981 qu'il y a eu une entente sur le rapatriement qui a inclus la disposition dérogatoire, eh bien, le principe dominant en droit constitutionnel canadien, ou disons, l'un des principes dominants, c'était la souveraineté parlementaire. Et beaucoup de provinces voyaient d'un mauvais œil l'adoption d'une charte constitutionnelle. Il faut bien le dire. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça a changé. La grande majorité des Canadiens, y compris de très nombreux Québécois, chérissent la charte. Mais au départ, le principe que les provinces voulaient protéger, c'était celui de la souveraineté parlementaire par rapport à une charte qui, inévitablement, allait diminuer les pouvoirs des législatures provinciales, de même que les pouvoirs du Parlement canadien, il faut bien le dire. Oui, c'est pourquoi c'est important pour les provinces. Benoît Pelletier, professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.